Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Nous sommes à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de nous entretenir avec le président du pays, Faustin Archange Touadéra. Monsieur le Président, bonjour. Merci beaucoup à vous. Bonjour. Merci beaucoup de trouver du temps pour cet entretien qui est vraiment très précieux pour nous. Ah bon? Ma première question, fin 2025, des élections présidentielles, législatives et locales se sont tenues en République centrafricaine et vous avez été réélu président. Comment pouvez-vous caractériser le principal résultat politique de ces élections et dans quel contexte se sont déroulées ces élections? Je voudrais vous remercier pour cette interview qui permet à vos auditeurs, vos téléspectateurs de voir, disons, de suivre ce qui se passe en République centrafricaine. Vous avez mentionné les élections du 28 décembre 2025 qui se sont bien déroulées. Et pour nous, c'était quand même un grand défi parce que c'est la première fois que l'on puisse organiser 4 scrutins en même temps dans le pays. Et vous connaissez nos défis, c'était assez difficile, mais c'est un pari réussi parce que ça s'est passé dans de très bonnes conditions, à la fois sur le plan sécuritaire et de l'organisation. De notre point de vue, ça s'est très bien passé. Et les Centrafricains sont massivement allés aux urnes, ont voté ce jour-là pour choisir leurs dirigeants. C'est pour nous une fierté, une joie, et de voir qu'il y a un ancrage démocratique en République centrafricaine après beaucoup d'années de crise que nous avons connues. Aujourd'hui, le peuple centrafricain veut retrouver la paix, veut que ses dirigeants soient élus, choisis par eux-mêmes, et et dans la paix. Dans la paix, tous les acteurs politiques ont pu parcourir le pays pour battre campagne. Et ça, c'est une bonne chose. J'en suis fier, je suis très heureux. Quels signes, selon vous, vos résultats ont-ils envoyé à l'opposition antérieure, aux groupes armés et aux acteurs extérieurs qui tentaient d'influencer la politique de la République centrafricaine? Évidemment, vous voyez, avec un taux de participation de 63%, j'ai été élu à 77%. Le peuple veut vraiment prouver son adhésion à notre vision, parce que pendant les près de 10 ans que nous avons eu le privilège de diriger la République centrafricaine, ils ont vu qu'il y a des avancées. Des avancées notables dans le sens de la paix, des avancées aussi dans l'amélioration progressive de leur situation, de la vie quotidienne. Et donc c'est un signal très fort qu'il envoie pour dire que nous sommes d'accord, nous soutenons l'action du président et que nous voulons que son programme qui puisse avoir l'opportunité de développer encore à nouveau le projet de société qu'il nous a présenté. Quelles conclusions avez-vous tirées de la campagne électorale et du jour du scrutin? Eh bien, la conclusion, c'est que moi, j'ai eu le temps de parcourir une grande partie pour parler à la population, mais j'ai vu une population vraiment en liesse et une population contente d'aller voter, de choisir ses dirigeants. Ça nous a permis d'échanger, de partager et de voir leur engagement pour la paix, leur engagement pour la stabilité et aussi, surtout, la paix retrouvée. On sent à travers le pays la volonté de vraiment tourner la page de cette page sombre de notre histoire. Et j'en suis heureux et ils sont très contents.
Maintenant, un peu sur vos projets pour ce nouveau mandat que vous entamez à un moment où le pays a d'une part réalisé des progrès significatifs en matière de sécurité, mais d'autre part a encore besoin d'un soutien économique, de la restauration des infrastructures et du développement des domaines de l'éducation et de la santé. Quelles seraient vos priorités clés durant ce mandat? Non, les priorités, c'est ce que vous avez vous-même évoqué. D'abord, de poursuivre les questions de sécurité. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on peut circuler dans tout le pays. Mais il y a encore quelques défis sur lesquels nous devions consolider cette paix, cette stabilité. Et bien sûr, il y a aussi des actions de développement qu'il faudrait transformer le pays avec les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, si vous traversez le pays, il y a des difficultés, il y a des problèmes de route, il y a des problèmes d'électricité, il y a un certain nombre de choses que nous allons, dans ce mandat-là, essayer d'apporter des solutions. Et nous avons déjà des pistes, puisque en 2025, depuis 2024, nous avons maintenant un plan national qui dure de développement pour la période de 2024 à 2028. Et ce plan qui a été défini de manière participative, le choix des priorités, en accord avec la population, nous allons nous baser sur ce plan pour poursuivre. Et d'ailleurs, c'est l'ossature, c'est la colonne vertébrale du programme de société que j'ai présenté à la population. Donc, il y a d'une part la consolidation de la paix, il y a aussi de travailler sur les infrastructures et les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé et autres. Et nous devions aussi vraiment renforcer le capital humain. Et on a vraiment de besoin d'accroître les ressources internes, et ceci par les secteurs productifs. Déjà, nous avons, dans le mandat passé, nous avons déjà des lois pour légiférer dans ces domaines. Il y a les domaines miniers, il y a aussi le domaine forestier, il y a l'agriculture. Donc ces domaines productifs on va essayer de les développer pour que la population, pour que nous ayons des ressources pour répondre aux besoins du pays. Voilà en gros nos problèmes, la paix et la sécurité, les infrastructures, les secteurs sociaux de base et les secteurs productifs, vraiment travailler sur le capital humain. Si possible, est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail donc sur les résultats en matière de développement des infrastructures que vous souhaitez obtenir durant ce mandat? Voilà, vous avez parlé par exemple des routes aussi, voilà, des infrastructures. Donc, oui, il y a déjà un plan parce que vous savez que la République centrafricaine elle est grande. Avec 623 000 km² pour à peu près 6 millions d'habitants. Donc ce pays est très grand. Et il faut vraiment désenclaver le pays de l'intérieur d'abord, puisque nous sommes un pays enclavé, mais à l'intérieur, donc il y a beaucoup de distances à parcourir. Donc il faut améliorer les infrastructures routières. Nous avons prévu pour l'année déjà vraiment un chemin de fer qui va lier nous mettre en contact avec un port, notamment le port de Kribi et Bangui, pour faciliter le transport des marchandises. Nous avons le corridor CD13 qui lie donc Congo, Brazzaville ou tout au moins la frontière congolaise à Bangui, et qui est en cours d'exécution. Nous sommes en train de faire aussi un autre plan pour les routes depuis Bangui jusqu'à la frontière avec le Sud-Soudan, parce que à l'est c'est une zone qu'il faut désenclaver. Et puis aussi construire des infrastructures dans le domaine de l'éducation, de la santé, puisque dans l'arrière-pays, on a eu beaucoup de nos infrastructures ont été détruites
à cause de la guerre, à cause des conflits. Donc nous sommes en train de les reconstruire et de mettre les enfants à l'école et puis aussi permettre à nos populations de se soigner. Voilà, autant de projets. Et il y a aussi l'électrification de nos villes. D'abord la ville de Bangui et aussi les villes de l'intérieur qui aujourd'hui manquent beaucoup d'électricité. Je pense qu'avec ça, nous pouvons accroître nos capacités dans ces régions. Merci beaucoup. Maintenant, les questions sur la sécurité qui, malgré donc les progrès atteints, reste quand même une question importante pour le pays. Ces dernières années, l'armée et les forces de sécurité du pays ont réalisé des progrès significatifs. Donc, elles ont stabilisé la situation sur une grande partie du territoire, organisé des élections et protégé les institutions de l'État, notamment avec le soutien des partenaires russes. Pouvez-vous décrire le contexte sécuritaire actuel qui règne en RCA? Aujourd'hui, je peux vous dire que la paix, disons, nos forces de défense soutenues par les alliés russes et rwandais, donc aujourd'hui, nos forces de défense et sécurité ont fait un grand travail et le pays a retrouvé la paix. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la réconciliation. Nous sommes avec un bon programme de désarmement parce que ceux qui étaient les groupes armés qui étaient aujourd'hui donc dans une phase d'accord avec le gouvernement pour déposer les armes, ça améliore vraiment les conditions de vie de nos concitoyens qui circulent aujourd'hui dans la paix. Et donc c'est quand même un succès, une réussite que nous devons en être fiers. Et aussi nous remercions les forces de l'ordre, nos alliés, les instructeurs russes et aussi rwandais. La MINUSCA aussi nous a appuyés dans ce contexte. Donc je crois que la paix est là, mais c'est encore fragile puisque nous avons à l'est encore quelques velléités avec les groupes Anikubé, les Azandés, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais je pense que pour les 10 années passées, vraiment il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan sécuritaire et sur le plan de la réconciliation. On peut le constater en se trouvant dans votre pays que des progrès significatifs ont été atteints en matière de sécurité. Absolument. Je vous l'ai dit déjà avant l'interview. Comment évaluez-vous le rôle des partenaires russes, donc des spécialistes russes, des instructeurs russes, voilà, dans ces progrès atteints en matière de sécurité? Non, pour dire la vérité, les instructeurs russes nous ont beaucoup aidés. Ils ont contribué au retour de la paix. Aujourd'hui, si vraiment la paix, la sécurité dans le pays, les instructeurs russes y ont beaucoup contribué. Beaucoup ont perdu la vie ici aussi, il faut le reconnaître. Ensemble avec nos forces de défense et sécurité, vraiment ils ont pu faire le travail pour... il y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à ce que la situation s'améliore aussi vite. Mais grâce à ce soutien, et aussi à soutien en termes de formation, puisque les instructeurs russes nous ont aidés dans la formation des hommes, nous sommes passés de 5 000, 6 000 hommes à la dimension de la République centrafricaine. Aujourd'hui, à 25 000, 26 000 hommes dans nos rangs, grâce à ces formations et ces déploiements à l'intérieur du pays, soutenus aussi par les instructeurs russes, ont beaucoup contribué à l'amélioration de la situation. Et donc, c'est un rôle primordial qu'ils ont joué. La République centrafricaine est devenue l'un des exemples les plus frappants de la coopération étroite entre un pays africain et la Russie, principalement, comme on le disait déjà lors de notre conversation en matière de sécurité, mais pas seulement. Concrètement, dans quel domaine le soutien russe a-t-il été le plus important pour la République centrafricaine, militaire, politique, humanitaire, énergétique ou agricole? Oui, ces dernières années, nous avons pu vraiment renforcer notre coopération avec la Fédération de Russie. Il y a d'abord sur le plan sécuritaire, avec la présence des instructeurs russes depuis 2017 qui a permis d'améliorer la situation aujourd'hui, qui a aidé à ce que vraiment avec ça, c'est une grande contribution. Et deuxièmement, il y a aussi un soutien diplomatique. La Fédération de Russie nous a beaucoup soutenus
dans les situations, vous voyez, la levée de l'embargo sur les armes, sur le diamant. Il y a beaucoup de positions prises par la Fédération de Russie pour soutenir la République centrafricaine dans son combat et pour la défense de sa souveraineté. Nous avons eu une aide importante du président Poutine qui nous a fait un don de produits pétroliers. Et ça, c'est un don qui a permis d'améliorer le secteur parce que, vous savez, avec la crise, et nous sommes un pays non producteur de pétrole et un pays enclavé, nous avons eu beaucoup de difficultés avec la montée des prix du pétrole. Nous avons connu beaucoup de difficultés. Et grâce à ce don, ce secteur-là d'hydrocarbures s'est amélioré. Et aujourd'hui, donc, nous mettons en place un dispositif de revolving par rapport à ça. Nous avons reçu aussi un soutien important pendant la période de crise, de soutien humanitaire, par la mise à disposition de blé qui a permis de faire baisser le prix du pain au niveau du pays et aussi au niveau de la formation, puisque beaucoup de nos cadres sont aujourd'hui en formation à la Fédération de Russie, que ce soit dans les autres domaines que aussi les domaines militaires. Donc nous sommes en train de travailler aussi sur le secteur minier. Nous avons besoin de l'expertise vraiment des ingénieurs et géologues russes pour la mise en valeur de nos ressources naturelles qui sont nombreuses, mais malheureusement qui ne sont pas encore exploitées de manière industrielle. Donc nous avons la coopération dans ces différents domaines avec la Fédération de Russie et je crois que les discussions se poursuivent. Et d'ailleurs, bientôt peut-être que je serai à Moscou à la rencontre du président Poutine. On vous attend. Merci. Il fait un peu froid ici. Ah, c'est toujours agréable, quelquefois. Pour changer un peu le climat. Oui, voilà. Maintenant, un peu sur les relations de la RCA avec les pays occidentaux. Votre politique est souvent décrite comme une tentative de rupture avec l'ancien modèle colonial et de transition vers une politique véritablement souveraine. Comment définissez-vous actuellement la stratégie de la RCA vis-à-vis des pays occidentaux, la France, les États-Unis et l'Union européenne en général? Voyez-vous, notre politique est caractérisée par la défense de nos intérêts. Nous sommes aujourd'hui ouverts à tous les pays. Comme vous avez vu, nous avons une bonne coopération avec la Fédération de Russie, avec d'autres pays. Et nous voulons aussi traiter avec les pays que vous avez mentionnés. Nous traitons aussi avec ces pays, mais avec un regard différent, hein, qu'on mette en avant au moins l'intérêt de la République centrafricaine. Aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est ça, hein, que nous devions défendre, vous avez dit le mot, notre souveraineté. Hein, et le centrafricain est jaloux de la souveraineté de son pays et c'est ce que nous essayons de le faire. Ressentez-vous des tentatives de pression sur votre pays afin qu'il choisisse non librement ses partenaires par le biais de sanctions, de campagnes d'information, de désinformation ou de rapprochement avec les groupes d'opposition? C'est vrai que nous ressentons cela. Beaucoup de désinformation sur le pays. D'ailleurs, hors micro, vous avez dit qu'il y a beaucoup de désinformation. Vous-même, au niveau de la presse internationale, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas justes sur la République centrafricaine. Et il faut être là pour constater la vérité et les réalités des faits. Alors ça, ce sont des manières de peser sur la position centrafricaine, hein, la défense même de sa souveraineté. Et nous nous battons avec nos propres moyens pour que vraiment qu'on puisse regarder la République centrafricaine d'une autre manière. Le peuple centrafricain aujourd'hui veut qu'on prenne en compte ses réalités et ses intérêts. Et nous, en tant que dirigeants élus, eh bien, nous suivons cette vision de notre population
cette population qui a soif de liberté, a soif de se développer, voilà, que de subir les dictats. Selon vous, est-ce important de développer des institutions alternatives souveraines telles que les tribunaux nationaux pour éviter par exemple la pression de la Cour pénale internationale? Ben, voyez-vous, nous avons traversé une période difficile et on avait besoin de soutien pour améliorer nos différentes institutions. Mais la tendance, après l'amélioration de la situation sécuritaire et développement, c'est de revenir à des institutions nationales, à des, comme vous le dites, un fonctionnement normal des pays. On avait besoin de cela à un moment donné. De plus en plus, lorsque la situation va se stabiliser, eh bien, nous reviendrons à des tribunaux vraiment ou des juridictions nationales telles que vous venez d'évoquer et bien d'autres encore. Votre exemple est souvent cité comme celui d'un dirigeant qui a su éviter l'effondrement du pays et la guerre civile en s'appuyant sur un soutien extérieur tout en faisant des intérêts nationaux de la RCA une priorité. Quelle a été la décision la plus difficile que vous avez prise personnellement pendant votre présidence et de laquelle êtes-vous particulièrement fier? Oui, je dois vous dire que pendant que je prenais mes fonctions en 2016, la situation de la République centrafricaine était extrêmement difficile. Et on faisait face à une crise et la population était dans le désespoir. Il fallait faire le choix, à un moment donné, surtout sur le domaine de la sécurité, d'avoir un accord avec la Fédération de Russie, ce qui, de l'époque, n'était pas facile. Mais nous avons fait ce choix. Et aujourd'hui, nous rendons compte que ça a été vraiment une bonne décision. Nous avons retrouvé la paix et nous sommes fiers, comme vous le dites, d'avoir pris ce chemin parce que la situation de l'époque l'exigeait. Et il fallait faire ça pour permettre à notre population de retrouver la paix. Sinon, voilà, ce serait difficile. Voilà, entre autres. Comment voyez-vous l'avenir de la RCA dans 10 ou 15 ans? Eh bien, notre objectif, c'est de faire un pays émergent, un pays où les Centrafricains se sentent bien, où que les gens peuvent venir en Centrafrique, investir. C'est ça notre ambition. Nous avons une ambition forte pour la République centrafricaine et nous pensons qu'on peut y arriver. Nous avons les ressources pour ça. Nous avons des ressources minières qui sont encore inexploitées. Nous avons la terre qui est arable pour faire l'agriculture. Et nous avons aussi une jeunesse qui est dynamique, qu'on va continuer à former pour que d'ici 10 ans, ces jeunes d'aujourd'hui deviennent des gens aguerris pour prendre en main leur destinée et la destinée de la République centrafricaine. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du capital humain sur lequel nous allons travailler pour permettre à notre pays de se développer. Et nous avons aussi des partenariats aujourd'hui qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif. Et je pense que nous allons réussir parce que tout porte à croire que d'ici demain, le visage de la République centrafricaine va changer en bien. Ce serait un pays où nos compatriotes vivront en paix et pourront mener à bien leurs activités. Oui, et aussi, comme vous avez mentionné, développer le tourisme parce qu'il y a quoi regarder, je dois le dire à nos téléspectateurs, il y a quoi regarder en RCA. Oui, il y a beaucoup de choses à visiter. C'est un pays où il y a beaucoup de choses à visiter sur le plan touristique. Nous avons des parcs vraiment vers Zanga-Sanga où la faune, où on peut trouver des éléphants. Moi, j'ai visité ça, j'étais là-bas il y a moins de 2 mois. On peut aller aussi à la chute de Boili, il y a beaucoup de choses à regarder. Dans le nord, vous avez là-bas, il y a des réserves très très importantes qui peuvent intéresser des touristes
Nous avons encore des gorilles ici, hein, des animaux comme le lion, la panthère, qu'on peut voir en état sauvage. Et je pense qu'aussi il y a la verdure. Hein. Nous avons beaucoup... c'est un pays où il pleut 8 mois dans l'année et 4 mois de saison sèche. Je pense que d'ici quelques années, on va transformer ce pays et rendre très agréable. On vous le souhaite de tout notre cœur. Et ma dernière question, comme je vous l'ai déjà dit, RT est une chaîne internationale et qui est diffusée en plusieurs langues. Quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs de RT dans le monde entier qui suivent l'évolution de l'Afrique et en particulier de la RCA? Eh bien, ce que nous pourrons dire, c'est de les inviter à visiter la République centrafricaine, qui est un très beau pays au cœur de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses vraiment à découvrir dans ce pays. Sa population, qui est une population accueillante et vraiment très joviale. Et donc, je les invite à venir visiter la République centrafricaine, et surtout à ceux qui ont envie d'investir. Eh ben, il y a possibilité d'investir, de gagner de l'argent ici, tout en créant la richesse et tout en développant le pays. Voilà, c'est une invitation à visiter la République centrafricaine pour tous vos téléspectateurs et de connaître ce beau pays qui est la République centrafricaine, qui est au cœur de l'Afrique proprement dit. C'est vrai. Le cœur de l'Afrique, on peut le dire comme ça. Voilà. D'où son nom d'ailleurs. C'est vrai. Monsieur le Président, merci beaucoup à vous pour cette conversation qui m'a plu beaucoup. J'espère qu'à vous aussi. Bien sûr. Je vous remercie de visiter la République centrafricaine, de voir les réalités. J'espère que pendant votre visite, vous avez pu regarder le pays et filmer des choses que vous pourrez présenter à vos téléspectateurs. Je crois que ça va mieux les attirer. C'est vrai, changer leur perception. Leur perception, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de désinformation sur la République centrafricaine, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des médias qui s'évertuent à véhiculer des fausses informations. À quel dessein, nous ne savons pas, mais nous nous battons pour rétablir la vérité. Et votre station, en venant ici, contribue à donner les bonnes informations à vos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que c'était le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra.